Le spectacle commence par une introduction de notre protagoniste, George, qui est une jeune fille de 18 ans. Elle a récemment abandonné l'université, car elle n'a ni la volonté d'étudier ni de travailler. George n'a pas d'amis non plus et préfère rester chez elle à ne rien faire de ses journées. Cela irrite énormément sa mère, Joy, qui lui conseille de faire quelque chose de sa vie. En conséquence, elles se disputent constamment et ont une relation très tendue. Outre sa mère, George vit avec son père, Clancy, et sa petite sœur, Reggie. Elle considère Reggie comme invisible, car elles n'ont rien en commun et ne sont pas particulièrement proches. Un matin, George est réveillé par sa mère, qui la force à quitter la maison pour chercher du travail. Sans autre choix, elle se rend à l'agence pour l'emploi, où elle rencontre une employée nommée Dolores. Cette dernière examine son CV et informe George qu'elle ne peut pas lui trouver un bon emploi, car elle n'a ni expérience professionnelle ni éducation adéquate. Dolores lui conseille également d'arrêter d'avoir l'air si misérable et de sourire si elle veut aller loin dans la vie. Mais George est offensé par ce commentaire et insulte grossièrement la femme en lui disant qu'elle n'est pas allée bien loin elle-même dans la vie. Furieuse, Dolores envoie George au sous-sol pour travailler comme archiviste. George apprend plus tard d'un collègue que Dolores assigne ce poste uniquement aux personnes qu'elle déteste vraiment. Par la suite, George passe le reste de la journée à éviter le travail, se réfugiant fréquemment dans les toilettes pour écouter de la musique. Elle se rend vite compte qu'elle n'est pas la seule à se relâcher, car tout le monde joue à des jeux vidéo ou fume. Au fil des jours, George devient de plus en plus négligente dans ses tâches et perd même quelques dossiers. Cependant, au lieu de les chercher, elle s'en fiche et ne fait aucun effort pour les retrouver. Pendant le déjeuner, George sort pour manger et, une fois terminé, elle retourne au bureau. Pendant ce temps, les nouvelles rapportent qu'une station spatiale russe tombe dans l'océan Pacifique, comme prévu. Mais certains débris, y compris un siège de toilette en apesanteur, se sont détachés prématurément et s'apprêtent à atterrir sur la côte ouest des États-Unis. En chemin, un inconnu aborde George et lui demande si elle s'appelle George. Elle l'ignore, mais l'homme l'arrête à nouveau et mentionne son deuxième prénom, ce qui la choque. Se sentant mal à l'aise, George s'éloigne, mais il parvient à toucher ses cheveux et laisse des marques étranges. Tout à coup, le siège de toilette en apesanteur de la station spatiale tombe et la frappe violemment. Cela provoque une explosion, et les gens commencent à fuir frénétiquement pour sauver leur vie. Quelques instants plus tard, George se lève, confuse, semblant parfaitement indemne après ce qui s'est passé. Mais bientôt, elle est approchée par un homme nommé Rube et son acolyte Betty. Il l'informe qu'elle est décédée et lui souhaite la bienvenue dans l'au-delà. À ce moment-là, George remarque enfin son corps inerte et est sous le choc. Elle refuse d'accepter sa mort, affirmant qu'elle est trop jeune pour mourir. Cependant, Betty la rabroue en disant qu'elle n'a rien fait de significatif de sa vie de toute façon. Le duo se présente ensuite comme les faucheurs d'âmes, chargés de récupérer les âmes des défunts et de les guider vers l'au-delà. Après cela, ils emmènent George voir son autopsie à l'hôpital, où son visage est à peine reconnaissable. George est bouleversé par cette vision, mais elle est encore plus déprimée par le fait que la première personne à toucher son corps nu est un médecin légiste. La scène passe ensuite à quelques jours plus tard, où George accompagne les faucheurs d'âmes à ses propres funérailles. Là, elle remarque sa mère dévastée par sa mort, ce qui la choque car elle se disputait constamment de son vivant. Mais ce qui lui fait le plus mal, c'est de voir l'état triste de sa jeune sœur, qu'elle avait toujours ignoré. Pendant les funérailles, George découvre que, bien que les gens ne puissent pas la voir, il voit parfaitement Rube. Il explique alors qu'être un faucheur d'âmes comporte certains privilèges, comme pouvoir vivre parmi les gens et interagir avec eux. Après les funérailles, George se rend dans un café avec les faucheurs d'âmes et leur demande pourquoi elle n'est pas encore allée au paradis ou en enfer. Rube explique qu'ils ont une tâche spéciale pour elle et qu'elle deviendra une faucheuse d'âmes comme eux. Il révèle que chaque faucheur d'âmes doit transmettre un certain nombre d'âmes avant d'être promu. Il s'avère que l'homme qui a touché George avant sa mort était également un faucheur d'âmes, et elle était sa dernière âme. Puisqu'il a été promu et a quitté son poste, George devra maintenant le remplacer. Elle devra rester sur Terre pour l'instant et recevra un corps physique. Cependant, son visage apparaîtra différent pour les vivants, bien qu'elle semblera la même pour les morts. George est agacée par l'idée d'avoir un autre travail, mais elle n'a pas d'autre choix que d'accepter son destin. Dans la scène suivante, ils arrivent au bord de la route et assistent à un décès, où une faucheuse nommée Roxy prend l'âme d'une personne morte après qu'un piano lui est tombé sur la tête. À ce moment-là, George remarque une petite créature qui bouge à travers le bâtiment et demande ce que c'est. Rube explique alors qu'elle s'appelle un graveling, une créature qui provoque des accidents comme celui-ci et aide à accomplir le destin des choses. Cependant, il la met en garde qu'il vaut mieux ne pas les déranger, car ils jouent un rôle essentiel dans l'équilibre entre la vie et la mort. Ensuite, Rube présente à George une autre faucheuse nommée Mason, qui vient de récolter les âmes de 2 toxicomanes morts.
Rub ordonne alors à Mason de trouver un appartement pour George et lui demande également de lui enseigner leur méthode. Il s'avère que les faucheurs d'âmes s'installent dans les maisons des personnes décédées et n'en partent que lorsqu'un autre humain y emménage. En conséquence, Mason l'emmène dans un appartement où un groupe de criminels a récemment été massacré. George est effrayé par la vue de tous les corps brutalement tués, mais Mason reste impassible. Il commence ensuite à voler les biens des criminels morts, ce qui met George mal à l'aise. Cependant, Mason lui explique que les faucheurs d'âmes ne sont pas payés pour leur travail, donc ils doivent voler les morts pour survivre. Au cours des jours suivants, George traîne avec les autres faucheurs d'âmes et les observe alors qu'ils prennent les âmes d'autres personnes. Après un certain temps, Rub lui confie sa première mission, elle doit prendre l'âme d'une passagère nommée Christy dans un train. Il l'informe alors que la mort sera très violente, et qu'il serait préférable qu'elle attache sa ceinture. En arrivant dans le train, George s'installe à son siège désigné, et une femme d'âge moyen entre dans le wagon. Elle suppose que cette femme est Christy et se sent mal pour elle, pensant que sa vie doit s'achever si tôt. Cependant, quelques secondes plus tard, une petite fille entre, et George remarque un graveling au loin, grognant vers elle. Cela lui fait enfin comprendre que Christy est en réalité la petite fille qui vient d'entrer. Bientôt, le train démarre, et l'heure de sa mort approche. George tente de toucher Christy pour prendre son âme, mais elle se sent terriblement mal et ne peut s'y résoudre. Elle s'approche alors de la petite fille et essaie d'engager une conversation. George lui suggère de changer de siège, mais à ce moment-là, un agent de sécurité arrive et interrompt leur discussion. Il interdit à George de parler avec Christy, qui voyage sans ses parents et est sous la garde du personnel du train. Mais à cet instant, le train déraille soudainement et descend une pente à travers les bois. Alors que le chaos éclate parmi les passagers, George attrape rapidement Christy et tente désespérément de la sauver. Lorsque le train s'immobilise finalement, le garde du train s'approche des débris et examine la scène. Il est soulagé d'apprendre que tout le monde a survécu à l'accident viol, y compris Christy, qui a été protégée par George. Ensuite, les survivants restent dans les bois en attendant les secours, et George remarque Rub au loin. Elle l'approche, et il la réprimande immédiatement pour ne pas avoir fait son travail. George explique qu'elle n'a pas pu le faire parce que Christy est juste une petite fille avec une longue vie devant elle. Cependant, Rub répond que tout le monde doit faire face à la mort, et que son destin est déjà écrit. Il l'avertit que si l'enfant ne meurt pas, son âme commencera à pourrir dans son corps, ce qui ne fera que la faire souffrir. George supplie alors Rub de s'en charger lui-même, mais il répond que, puisque la tâche lui est assignée, elle est la seule à pouvoir l'accomplir. Le cœur lourd, George retourne alors vers Christy et lui demande de fermer les yeux. La petite fille obéit, après quoi George prend son âme et la condamne à la mort. Les autres passagers sont terrifiés par ce qu'ils voient, mais George s'éloigne pour rejoindre Rub dans les bois. Les deux rencontrent alors l'âme de Christy, et quelques secondes plus tard, un chemin lumineux apparaît devant eux. Il s'avère que c'est la porte du paradis, où la petite fille entre joyeusement. Pendant ce temps, les deux faucheurs d'âmes regardent avec émotion tandis qu'elle disparaît dans la lumière. La scène passe ensuite à la maison de Joy, où elle reçoit la visite de sa voisine. Il s'avère que sa petite fille, Reggie, a raconté aux autres que sa mère ne lui permet pas d'utiliser les toilettes. Furieuse, Joy ferme la porte et confronte immédiatement Reggie en lui demandant pourquoi elle répand de tels mensonges. La fille répond calmement qu'elle a dit cela uniquement pour que ses voisins la laissent utiliser leurs toilettes. En entendant cela, Joy est consternée et la prévient de ne plus répéter cela, car elle pourrait être arrêtée pour maltraitance envers sa fille. Quelques jours plus tard, Joy reçoit un appel de l'école de Reggie, l'informant que la fille a volé des lunettes de toilette. Cela pousse la femme à bout, et elle finit par gronder sévèrement Reggie. Elle informe également son mari de la situation et suggère qu'il consulte un psychologue pour enfants. Cependant, Reggie refuse de voir un thérapeute, alors son père, compréhensif, lui assure qu'ils ne la forceront pas. Il dit également à Joy qu'il n'est pas d'accord avec son approche sévère, ce qui déclenche une dispute houleuse entre les deux. De son côté, George lutte encore à s'adapter à sa nouvelle vie. Elle trouve que son travail est très cruel, car elle ne veut pas causer de souffrance aux autres. Elle décide donc de démissionner et ne se présente pas à la réunion habituelle des faucheurs d'âmes. Après son absence, Rub se rend à son appartement pour lui parler. Mais George décide de ne pas ouvrir la porte et essaie de lui faire croire qu'elle n'est pas chez elle. Quelques instants plus tard, Rub, fatigué d'attendre, laisse simplement le prochain nom sur la liste des décès et s'en va. Mais George refuse de toucher la feuille, se convainquant que ce n'est pas son problème. Elle passe ensuite la journée à regarder la télévision, essayant d'oublier ce qu'elle est censée faire. Le soir, le moment venu pour une autre personne de mourir, un graveling lui rend visite. Mais malgré tout, George l'ignore simplement et décide d'aller dormir. Le lendemain, elle trouve un mot sur sa porte, demandant le loyer de son propriétaire.
Cela surprend George, et elle se rend compte que si elle ne paie pas, elle sera bientôt expulsée. Désespérée, elle demande conseil à Mason, et ensemble, ils tentent de voler de l'argent dans les parcs-mètres. Mais leur plan échoue lorsqu'ils sont interrompus par Roxy, qui tente de les renverser avec un camion. À ce moment-là, Betty arrive également et informe George que Rube l'a convoqué à la morgue. Nous sommes ensuite transportés à la morgue, où les faucheurs d'âmes informent le médecin légiste qu'ils sont des proches du défunt et demandent de l'intimité. Ensuite, Rube montre à George le corps de l'homme décédé qu'elle était censée récolter la veille. Elle déclare qu'il est mort de toute façon, donc la mission est accomplie, qu'elle l'ait fait ou non. Cependant, Rube l'informe qu'elle n'a pas libéré son âme. Elle est encore piégée à l'intérieur du corps, le faisant souffrir. Il lui demande alors de le toucher, et George n'a pas d'autre choix que de s'exécuter. Dès qu'elle le fait, l'âme de l'homme est libérée, et il remercie les faucheurs d'âmes, disant qu'il avait été dans une grande détresse dans son corps mort. Après cela, Rube explique à George que sans eux, les âmes seraient piégées indéfiniment, et c'est de sa faute si l'homme a souffert si longtemps. Il ajoute également que c'est son travail, et qu'elle ne peut pas fuir ses responsabilités éternellement. Rube lui conseille ensuite de trouver quelque chose qu'elle aime dans ce monde et de s'y accrocher, pour qu'elle ait une raison de continuer. Plus tard, George est prise d'une profonde nostalgie pour sa famille et se rend chez eux pour les voir à l'extérieur de son ancienne maison. Au même moment, Joy reçoit une autre visite d'un voisin qui révèle que Ruggie a volé une autre lunette de toilette. Joy devient furieuse et se précipite pour gronder sa fille, mais elle est introuvable. Pendant ce temps, George aperçoit sa sœur qui s'échappe par la fenêtre avec un sac à dos et décide de la suivre. Elle arrive bientôt devant un grand arbre et est choquée de découvrir que Ruggie a accumulé toutes les lunettes de toilette volées en l'honneur de George. Cela lui fait ressentir une immense culpabilité, et elle regrette de ne pas avoir été là pour sa sœur dans le passé. Déterminée à réparer ses erreurs, George décide de rester sur Terre et de faire tout ce qu'elle peut pour aider Ruggie. Le lendemain matin, elle se rend à l'agence pour l'emploi et rencontre à nouveau Dolores. Cette fois, elle adopte une approche différente et parle à la femme avec un sourire amical. Dolores est impressionnée par son charme et lui propose un bon poste de secrétaire de bureau. L'épisode se termine alors que George accepte finalement sa nouvelle vie et prend une nouvelle identité sous le nom de Mildred.